ça... Enfin, j'articule. C'est bon, vas-y. Donc, nous sommes heureux d'organiser cette soirée à la librairie donc, de l'Union communiste libertaire. Pourquoi cette soirée donc, avec Adeline? En gros, en tant que groupe militant révolutionnaire, on pense que pour changer les choses, il faut s'organiser. Que de simple, c'est pas simple, mais porter seul sa pierre à l'édifice par des actes individuels, ça nous semble insuffisant, voire illusoire pour changer les choses. Et donc, on a trouvé très pertinent de pouvoir discuter, de pouvoir réfléchir ensemble avec l'appui d'une camarade militante et formatrice dans l'éducation populaire, de poser la question de comment on fait pour s'organiser collectivement, parce que c'est très compliqué et qu'on a souvent des difficultés pour être cohérent entre les idées qu'on défend et le comment on les met en pratique. Donc voilà, ça va être un peu l'objet des échanges ce soir. Par ailleurs, prochainement, on organise un débat à la librairie, donc le 1er octobre, qui va être aussi possible en visioconférence, voilà, pour les personnes qui pourraient pas venir sur place, avec Nina Faure, qui fait partie des autrices du livre Notre corps nous-mêmes, que vous pouvez voir en rayon, et donc qui est un manuel de santé pour les femmes qui s'inspire d'un livre, du coup, Notre corps nous-mêmes, qui était sorti dans les années 70. Voilà, donc ça sera le jeudi 1er octobre. Alors, ça sera en présentiel, mais c'est déjà complet vu le peu de places disponibles dans les locaux. Néanmoins, on espère qu'on aura peut-être d'autres occasions de parler de ce livre et de refaire des choses ici sur place à ce sujet. Donc, ça sera porté par la commission féministe non mixte de l'UCL. Et ensuite, on est quand même ouvert tous les samedis à partir de 15h. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Adeline. Eh ben, un grand merci pour l'invitation à l'UCL Montpellier. Je suis bien contente d'être là. Et du coup, je suis invitée parce que j'ai écrit un bouquin. Mais voilà, c'était pas du tout écrit dans... Enfin, c'était pas du tout une évidence pour moi qu'un jour j'allais écrire un bouquin. D'ailleurs, j'ai toujours pas trop compris voilà, comment j'ai réussi à faire ça. Et parce qu'en fait, voilà, moi je suis pas une intellectuelle universitaire qui travaille sur un objet que j'observe. Vraiment, ce bouquin, il vient de mes pratiques et des questions qu'elles m'ont apportées, qu'elles m'ont posées. J'ai eu besoin de faire ce bouquin parce que je m'étais pris... j'ai des pratiques qui m'ont posé problème, qui m'ont posé des problèmes, et j'ai eu besoin de travailler ces questions-là. Et ça m'a semblé intéressant de les partager parce que je pense que c'est des questions qui se posent à tout le monde dès lors qu'on essaie d'agir et qu'on se retrouve dans les contradictions forcées du réel, et comment justement réussir à être le plus possible en cohérence entre nos valeurs et nos pratiques, et comment nos principes et nos pratiques, on peut essayer de faire en sorte que ce soit la même chose et d'arriver à être cohérent là-dessus et cohérente. Donc voilà, ces pratiques-là, en fait, c'est des pratiques qui viennent des États-Unis et qui sont des pratiques de lutte, très clairement aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Ça s'appelle l'organizing. L'organizing, c'est à la base, c'est du syndicalisme et ça veut dire s'organiser. Donc, on n'a pas attendu les Américains et les États-Unis pour s'organiser, mais la spécificité de ça, c'est que c'est des méthodes très stratégisées, très pensées pour lutter. Donc, moi, pourquoi je me suis intéressée à ça c'est parce que pour moi, j'avais l'impression que c'était une façon de refaire un lien qui, à la base, existait
entre l'action militante et les démarches d'éducation populaire. En fait, je trouve que le milieu militant, il y a une grande question, un gros truc à travailler qui est la capacité à sortir de l'entre-soi et à mobiliser largement. Et puis aussi la capacité à gagner. Ça, on se pose cette question-là. Comment est-ce qu'on arrive à gagner plus et à obtenir des victoires et à vraiment transformer profondément la société et à la fois réintégrer à nos pratiques militantes des pratiques d'éducation populaire qui aujourd'hui se sont pas mal séparées des luttes, sont surtout identifiées au niveau d'associations qui sont parfois un peu dépolitisées et qui, de temps en temps, assez souvent pour ces associations, tendent vers l'animation socioculturelle plus que vers la transformation sociale. Donc c'est pour ça que moi je m'y suis intéressée. Je vais vous partager un petit peu ce que cette pratique m'a posé comme question, et puis je serai heureuse d'en discuter avec vous. Donc voilà, donc l'organizing, ça veut dire, donc c'est le syndicalisme. On peut pas généraliser ce que c'est aussi divers que le syndicalisme en France. Il y a de l'organizing CFDT, il y a de l'organizing beaucoup plus radical. Voilà, on peut pas généraliser. Ça a été, il y a quelque chose qui s'appelle aujourd'hui le community organizing, qui date des années 30, 1930. C'est quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a en fait, qui s'est dit qu'il était un travailleur social formé en sociologie et qui a essayé d'utiliser ces méthodes syndicales en dehors de la sphère du travail et de la sphère de l'entreprise. Donc il s'est dit on va monter des organisations de quartier pour faire des luttes de quartier. Donc community au sens états-unien, c'est vraiment un sens large qui veut dire faire collectif. Donc ça peut être autour de différentes choses. Et donc c'est monter, le but du community organizing, c'est de monter des organisations de citoyens, citoyennes, de manière à lutter sur les questions qui nous concernent et reprendre prise et transformer les choses. Donc, comme je le disais, la spécificité du community organizing, c'est d'être un corpus de méthodes très stratégisées et qui vise l'efficacité. Très clairement, on est dans une recherche de victoire, une recherche d'efficacité. Donc, on peut tomber sur une rationalisation des pratiques militantes. À force de chercher l'efficacité, on va se dire, en fait, on va fabriquer des recettes et on va se dire, il faut faire ça, c'est ça qui marche. Et puis, ce qui ne veut pas dire que ces recettes, on ne peut pas les incrémenter et les améliorer au fur et à mesure. Mais en tout cas, aux États-Unis, il y a des centaines de bouquins dans les librairies, des bouquins sur comment s'organiser, comment négocier, comment mobiliser, comment machin. Là, chez nous, on a comment se faire des amis et voilà. Eux, ils ont comment gagner, quoi. Donc, c'est assez étonnant d'un point de vue français. Et il n'empêche que la lecture de ces bouquins, c'est assez énergisant. C'est-à-dire que à la fois, c'est des recettes et ça pose plein de questions, et à la fois, ça procure de l'énergie de se dire, OK, je commence par là. Voilà. Donc, ça pose plein de questions. Donc l'organizing aujourd'hui aux États-Unis, c'est énorme. Il y a plein d'organisations partout, dans tous les quartiers, il y a des organisations, donc qui sont toutes assez différentes les unes des autres. Et c'est aussi des organisations qui peuvent être énormes, des centaines de milliers de membres. Donc en fait, toute la sphère militante et la sphère l'activisme américain est organisée autour de ça. Et une des spécificités de l'organizing, c'est d'avoir des salariés. C'est-à-dire que pour développer ces organisations-là et les faire fonctionner, il y a ce qu'on appelle des organizers, qui sont des salariés. Et au-delà de ce salariat militant, il faut savoir que là-bas, globalement, tous les militants se pensent en tant qu'organisers. Même les gens qui peut-être aussi critiquent l'organizing se posent la question, quand on ne demande pas sur quoi tu luttes, on demande « which organizer are you ?» C'est-à-dire quel organisateur tu es, quelle organisatrice tu es, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais en tant que militant et militante. Et ça, c'est un truc très spécifique et je pense qu'il transforme, qui est assez spécifique dans la culture militante, c'est que militer, fondamentalement, c'est organiser. Et ils font la différence entre l'organizing, le fait d'organiser, et le fait l'activisme qui est militer pour soi-même, qui est aller soi-même à des réunions, aller soi-même à des manifestations, aller soi-même faire une expérimentation, des choses comme ça. Ça, c'est faire de l'activisme, mais c'est pas organiser. Organiser, c'est faire en sorte qu'il y a du monde qui va venir à cette manifestation. C'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui fasse des expérimentations. Enfin, c'est se préoccuper du fait qu'il y ait du monde.
Et donc, ils font vraiment une grande différence entre organizing et activism. Et ça, c'est vraiment en termes de culture militante assez fondamental et je trouve assez intéressant aussi le fait que militer, c'est organiser. C'est pas aller soi-même aux réunions. Et donc voilà. Et ils font aussi la différence avec ce qu'ils appellent le mobilizing, qui consiste à mobiliser autour de causes préexistantes et a priori de nos causes. Et donc de se dire, bah, nous on monte une mobilisation sur tel thème et on va essayer de faire venir du monde. L'organizing, ça consiste à organiser autour des préoccupations des gens. Alors, idéalement qu'ils soient aussi les nôtres, mais la priorité, c'est de partir des intérêts des gens. Donc ça, c'est un truc en termes de culture militante assez particulier. Donc voilà, on est sur des pratiques qui sont avec cet état d'esprit, l'état d'esprit de l'organizing, mais qui sont en termes politiques et notamment d'ambition de transformation sociale qui peuvent être assez différentes. C'est beaucoup des organisations réformistes, mais pas que. Il y en a qui sont beaucoup plus ambitieuses. Mais c'est beaucoup des organisations réformistes, notamment du fait qu'elles se basent sur, encore une fois, un critère d'efficacité. Le critère d'efficacité dans notre monde est souvent un critère de court terme. Et donc, obtenir des victoires de court terme, ça veut dire des victoires gagnables, donc globalement des réformes atteignables. Mais ça peut être des victoires assez audacieuses, assez ambitieuses aussi, c'est-à-dire que ça peut être obtenir un panneau stop au bout de la rue à un carrefour dangereux, voilà, avec une lutte de quartier. Mais c'est aussi aujourd'hui la bataille Fight for 15, qui est donc se battre pour un salaire de 15 $ minimum. 15 $ minimum en termes de salaire minimum aux États-Unis, c'est presque doublement du salaire minimum pour plein de métiers aujourd'hui. Donc c'est quand même hyper audacieux et il le gagne. Il le gagne dans un certain nombre d'États. Voilà, donc ça peut être un réformisme aussi assez musclé. Moi, cette méthode-là, je l'ai découverte aux alentours de 2014. Bon, je vous expliquerai après, mais et donc je me suis engagée dans un collectif qui voulait développer ça, et ce qui a fait que moi, je l'ai pratiqué pendant 2 ans à plein temps à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Donc j'étais officiellement salariée, sans salaire, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, donc 2 ans à faire ça. Donc en gros, c'est 2 ans à faire 4 heures de porte-à-porte par jour pour aller mobiliser et essayer de monter des organisations. Et tout ce que je vais vous partager, c'est les questions que ça m'a posées, les nœuds que ça m'a fait dans la tête. Et moi, pour essayer de démêler ces nœuds, j'ai demandé et obtenu une bourse pour aller passer 4 mois aux États-Unis, où j'ai fait 90 entretiens avec des organisers là-bas, en leur posant les questions que je me posais. Et évidemment, ces questions-là, ils se les posent aussi. Et donc, j'ai pu obtenir leurs réflexions et voir un peu ce qu'ils font là-dessus. Après, j'ai complété en France en revenant en rencontrant des militants et militantes un peu de tous bords. Et c'est ça qui a donné naissance au bouquin. Voilà. Donc, comme je disais, l'organizing, ça vise l'efficacité. Et l'efficacité pour gagner des victoires, ça veut dire créer du rapport de force. Donc, l'objectif de l'organizing, c'est de créer du rapport de force et de créer du pouvoir. Et la base pour ça, c'est la pensée, on peut dire assez évidente, que notre force, c'est notre nombre. En face, ils ont l'argent, nous, on a le nombre, donc on va organiser. Donc ça veut dire que la priorité, c'est mobiliser. La priorité des militants et des militantes, ça doit être de mobiliser. C'est ce qui explique qu'il y a des permanents et des permanentes qui sont salariés. Voilà, c'est ce qui explique que moi, je faisais 4 heures par jour de porte-à-porte et le soir, 2 heures de phoning. On appelait ça du phoning. Pour rappeler les gens, et voilà. Et donc, ça veut dire, voilà, ça entraîne quelque chose qui n'est pas du tout neutre, le fait d'avoir des permanents-permanentes, qui s'appellent donc les organizers. Mais cette mobilisation, elle se fait avec une posture particulière qui est aussi pas forcément intuitive dans les façons de militer en France, puisque c'est pas une posture de conviction. Beaucoup en France, quand on veut mobiliser, on diffuse nos avis, on diffuse nos opinions, et on espère que ça fasse venir les gens. Donc on colle des affiches, on diffuse des tracts. Là, c'est différent. On est vraiment sur une posture dans l'organizing, une posture d'écoute. Parce que comme je le disais, il y a une différenciation entre le mobilizing, qui consiste à mobiliser sur nos points d'intérêt, et l'organizing, qui va aller chercher les points d'intérêt des personnes et essayer de les faire bouger à partir de là. Donc on est sur une posture d'écoute et pas de conviction ni de propagande, et on va vraiment aller écouter les gens.
Donc, c'est toute une posture où on est en question ouverte, à poser des questions qui, quand, depuis quand, pour faire parler les gens et identifier ce qui pourrait les faire bouger. Donc, on est beaucoup sur cette écoute, pardon. Et voilà, moi, ces questions de mobilisation, c'est des questions que je m'étais posées professionnellement avant, puisque moi, je viens du secteur travail social, animation, où, bah, voilà, moi, je travaillais dans les foyers de jeunes travailleurs, et quand il y avait des animateurs, des animatrices qui se plaignaient que personne venait à leur soirée, je leur disais, oui, enfin bon, mettre une affiche dans l'ascenseur en disant, après-demain, on fait ça, en fait, une affiche, ça suffit pas pour faire venir les gens. C'est de l'information, c'est pas de la mobilisation. Et l'organizing reprend cette façon de penser que l'information et la mobilisation, c'est deux choses très différentes. Et donc voilà, cette question de posture pour aller mobiliser est vraiment prise en compte dans l'organizing, ce que je trouve assez intéressant. Une autre dimension au-delà de la mobilisation, quand on pense que la priorité, c'est de se regrouper, c'est l'ambition de créer le collectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est regroupé, eh ben, il faut que ça fasse groupe réellement et pas juste des gens qui se croisent une fois. Donc ça veut dire penser les relations humaines, très clairement, et pas penser que c'est spontané. On est très dans l'anti-spontanéisme sur la façon de s'organiser, donc ça veut dire construire la confiance. Comment est-ce qu'on va construire la confiance au sein d'un groupe et comment on va aussi penser les oppressions en interne, toujours dans cette optique-là. On va aussi accompagner les membres de manière à ce qu'ils puissent, ce qu'ils appellent développer les membres, c'est-à-dire que les personnes qui rejoignent leur penser la façon dont ils vont pouvoir prendre de plus en plus de place et aussi de place politique dans le collectif. Donc ça, il y a deux choses. Il y a à la fois développer l'énergie, développer l'envie de revenir. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle le développement du pouvoir d'agir dans le travail social. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc par opposition à l'impuissance qui freine l'action, développer la puissance d'agir. Et pour ça, l'organizing parie sur les victoires. Donc c'est obtenir des victoires très régulièrement, parce que l'idée c'est que on ne développe pas l'énergie avec des défaites. Donc il faut développer l'énergie avec des victoires, ce qui veut dire qu'on va viser, qu'on va mener certaines campagnes autour de campagnes de revendications gagnables, puisque le but c'est de les gagner. Donc forcément, c'est là où je vous disais, on est souvent dans le réformisme, puisque l'objectif est de gagner rapidement. On ne va pas demander trop haut, quoi. Et puis, c'est aussi le fait de célébrer les victoires. Ça aussi, je pense que ça peut être intéressant de vraiment prendre le temps de valoriser le travail fait collectivement, la chose gagnée, etc. Donc, il y a ça. Il y a l'idée de se former aussi, prendre très au sérieux la formation. La formation n'étant pas forcément un cours magistral. Il y a beaucoup de travail par jeu de rôle. S'entraîner à négocier, s'entraîner à parler en public. Parce qu'il y a les briefings, débriefings non-stop. Donc, voilà, on est sur des choses comme ça. Dans le but de développer eux ils disent des leaders. Alors leader en France ça sonne un peu pouvoir, mais en fait je pense que nous on peut le traduire comme animateur et animatrice de lutte, c'est-à-dire accompagner des personnes ou du collectif, accompagner des personnes de manière à ce qu'elles prennent de plus en plus de responsabilités d'animation au sein d'un collectif. Et ça c'est pris très au sérieux et ça fait partie du travail des organisers d'accompagner des membres à faire ça. Et donc voilà, pour créer du rapport de force, la première chose c'est d'être nombreux et nombreuses. Et à partir de là, on va faire pression. Et ça, sur les méthodes de pression, on est sur des méthodes... on est dans le monde tel qu'il est. Donc, on va utiliser les médias. Donc, ça veut dire beaucoup simplification des discours. Parce que les médias, on ne va pas dérouler toute la complexité de la question. Ça veut dire aussi souvent recourir à l'émotionnel. Donc, faire des images chocs qui vont faire réagir. Donc, vous imaginez les questions que ça pose. C'est aussi fonctionner par campagne, en sachant qu'une campagne, dans l'organizing, on dit vraiment une campagne, c'est une revendication adressée à une cible. Et la cible, elle est choisie de manière à ce qu'elle puisse répondre à cette revendication. On ne jette pas une revendication à la cantonade. On sait à qui on l'adresse et on va du coup faire pression sur cette cible de manière à ce qu'elle signe en bas de la feuille. Ok, je sais. Donc il y a toute cette pensée-là, très spécifique à l'organizing, qui est assez cynique en fait. C'est-à-dire que le but est de gagner et on va se donner les moyens de gagner. Et à la fois, du coup, ça permet peut-être de gagner. La question étant, qu'est-ce que ça transforme vraiment de gagner les choses de cette façon-là? Donc voilà, moi, c'est pour ça que ça m'a posé problème parce que à la fois, il y a une certaine efficacité dans tout ça et à la fois, ça veut dire qu'on utilise des techniques de marketing pour diffuser nos idées. Ça veut dire qu'on utilise des techniques de vente pour mobiliser.
Moi, quand je faisais 4 heures de porte-à-porte par jour, je peux vous dire qu'elle j'étais pas naturelle. On peut pas être naturelle quand on répète les choses comme ça. Donc, en fait, j'avais un déroulé de conversation. Voilà. Donc, le recours à l'émotionnel pour faire réagir, ne serait-ce que le fait d'aller chercher la colère pour déclencher de l'énergie. Des techniques de lobbying pour faire pression, puisque le but c'est d'obtenir des victoires sur des décideurs. En fait, on va utiliser finalement des techniques de lobbying. On va s'entraîner à des techniques de négociation pour aller négocier. Enfin, voilà, donc on est vraiment sur une rationalisation des pratiques militantes qui peut aussi amener en interne, et c'est pas rare du tout, à une maltraitance en interne, puisque l'objet c'est Enfin, moi j'avais des objectifs chiffrés sur lesquels j'étais évaluée régulièrement, et puis enfin voilà, s'il n'y a pas d'état d'âme à avoir, t'es bon ou t'es pas bon, et puis quel est l'employé du mois, quoi, hein. Voilà. Donc ça pose vraiment question, parce que à la fois, je pense que c'est des questions qui sont valables, le fait de se dire on va essayer d'être efficace et on va essayer voilà, de réussir le mieux possible, et à la fois ça nous pousse à utiliser des méthodes qui sont fondamentalement celles contre lesquelles on se bat. C'est-à-dire que ce qu'on a envie de transformer, je pense que c'est aussi le fait que on soit gouverné par l'émotionnel, et voilà. Or, on va du coup recourir à l'émotionnel nous-mêmes pour faire passer nos idées. Ça pose un problème. Enfin voilà, on est sur des choses comme ça. Et puis aussi le rapport au rapport de force. C'est-à-dire que le rapport de force, c'est quelque chose qui est indispensable dans le monde aujourd'hui. Et à la fois, si on ne pense que par ça, en fait, l'organizing vise à créer du rapport de force pour être plus fort que les autres en face. Mais du coup, si on considère que tous les conflits ne sont légitimes que par rapport à la puissance des partis, c'est-à-dire que quelque part, on légitime le fait que les autres, puisque pour l'instant, ils sont plus forts que nous, donc ils sont légitimes à nous exploiter, légitimes à nous opprimer, puisqu'ils sont plus forts, et que nous, notre enjeu pour lutter contre ça, c'est juste d'être plus fort qu'eux. C'est-à-dire qu'on sort du registre des valeurs et de la légitimité pour pour accepter que tout va se régler selon le rapport de force. Mais bon, ça, je crois que... Donc, et moi, ça m'a d'autant plus frappé que moi, je viens d'une tradition qui est un peu autre. Moi, je viens de l'éducation populaire. J'ai grandi là-dedans, dans les pédagogies de l'autonomie, des choses comme ça. Et c'est donc l'éducation populaire. Là, on est pour le coup dans un truc qui est qui encourage les pratiques collectives et les pratiques critiques. Donc, qui encourage le fait de prendre conscience des choses, d'aller chercher la complexité des choses et d'y réfléchir collectivement, de comprendre le monde dans lequel on est pour essayer de voir comment on fait, mais toujours dans la complexité. Et du coup, on est sur complètement à l'opposé des processus qui peuvent être manipulatoires dans l'organizing sous prétexte d'efficacité, puisqu'on est toujours en appel à la conscience, faire monter la conscience collective et individuelle de tout le monde. Tout ça dans un but d'émancipation, c'est-à-dire que l'éducation populaire met en premier l'objectif d'émancipation, là où l'organizing met en premier l'objectif de pouvoir, de gagner en pouvoir. Aujourd'hui, l'organizing, l'éducation populaire, ça se trouve dans les luttes. C'est généralement pas appelé comme ça, mais il y en a plein dans les luttes. C'est de la facette émancipatrice du mouvement ouvrier. Et puis la figure mythique de ça, c'est les bourses du travail de la fin du 19e siècle, donc qui était c'était Fernand Pelloutier, l'anarchiste Fernand Pelloutier, avec donc les bourses du travail qui étaient des lieux à la fois collectifs où on venait avant tout chercher du travail, mais aussi du coup où on rencontrait les autres, où on échangeait sur nos conditions de travail, où il y avait des bibliothèques, il y avait des cours, des cours pour apprendre à écrire, pour plein de choses. Et puis, du coup, on échangeait sur les conditions de travail et ça pouvait déclencher des luttes. Et donc, on avait ce truc général qui, à partir des conditions de vie réelles, provoquait de l'émancipation et potentiellement de la lutte et de la transformation sociale. On trouve aussi ça beaucoup, l'éducation populaire, dans les cadres de solidarité, de culture, dans les pratiques collectives, avec l'ambition de travailler autant que possible à l'émancipation collective et individuelle, et en tout cas contre le formatage social et pour l'esprit critique le plus large possible. Donc voilà, après, juste pour faire un petit truc sur l'éducation populaire, il y a souvent des conceptions que moi je considère comme étriquées de l'éducation populaire qui limitent l'éducation populaire à la question des savoirs,
à la question de diffuser et de vulgariser les savoirs, alors que l'éducation populaire, pour moi, c'est plus une construction, une ambition de construction collective des savoirs. Et donc, on va certes aller se nourrir à des savoirs savants, mais on va surtout partir de nos situations pour les analyser collectivement et essayer de construire nos savoirs et notre compréhension de nos situations collectivement. Donc, ça se limite pas du tout à la diffusion de savoir, à la vulgarisation de savoir. C'est beaucoup plus profond que ça sur des dynamiques collectives. Et puis aussi, beaucoup, l'éducation populaire, on peut être tenté, certains sont tentés de penser que c'est l'éducation des autres, l'éducation du peuple, donc ambition éminemment paternaliste, alors que l'éducation populaire, c'est notre éducation en tant que peuple contre l'éducation et le formatage de la culture dominante, et justement pour transformer les choses. Donc voilà, moi je viens de l'éducation populaire et puis à côté de ça, voilà, des convictions libertaires, communistes libertaires qui sont aussi sur l'idée qu'aucune émancipation n'est possible sans liberté et sans égalité. C'est-à-dire que la liberté et l'égalité sont inséparables et que du coup, on ne peut pas libérer les autres contre leur gré et que du coup, ça va avec une recherche au maximum de cohérence entre nos pratiques et nos principes et que l'idée d'expérimenter et de pratiquer au maximum nos valeurs dans des organisations les plus larges possibles de manière à transformer les choses aussi par le bas et à construire la société future par le bas. Voilà. Donc c'est là que se créent les tensions avec les idées du community organizing, notamment la question des fins et des moyens. Donc, est-ce que la fin en vaut les moyens, comme le dit souvent l'organizing? Puisque le but, c'est d'avoir une victoire, on va utiliser les moyens qu'il faut. S'il faut faire du clientélisme, on va le faire. Le but, c'est de gagner. Alors que dans une autre vision, non, il n'y a pas de fin finale. La fin est dans les moyens et c'est la façon dont on fait les choses qui transforme aussi ces choses-là. Donc on ne peut pas être en contradiction, ça n'a aucun sens. Et puis aussi toute la complexité du réel, c'est-à-dire prendre en compte la complexité qui est forcément présente quand on agit, c'est-à-dire que dans nos textes, c'est facile d'être pur, dans la pratique, beaucoup moins, et que justement, il faut qu'on apprenne à travailler avec ça. Aussi une contradiction entre le court terme et le long terme. Et ça, enfin, tout ça, c'est des questions, je pense, qui se posent à nous et à toutes les personnes tous les militants, militantes. Voilà, l'émancipation, c'est le temps long. L'émancipation, c'est jamais atteint. Voilà. Et donc là, on est dans la cohérence entre les fins et les moyens, dans l'ambition de préfigurer, d'expérimenter, de tâtonner, de se planter possiblement, mais en tout cas d'essayer d'être cohérent. Et à côté de ça, il y a l'urgence de la lutte. Enfin, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence sociale, d'urgence écologique, enfin, d'urgence sur tous les plans qui fait que, aussi, peut-être, par moment, on n'a pas le temps d'attendre d'être cohérent. Et par moment, il faut y aller, quitte à utiliser des moyens qu'on préférerait ne pas utiliser. Et donc, ça pose fondamentalement la question de l'efficacité. C'est quoi être efficace quand on lutte pour la transformation sociale, quand on sait que l'efficacité, aujourd'hui, la notion d'efficacité, en fait, elle est définie par le monde contre lequel on lutte, sur des notions de court terme. Et donc, l'efficacité telle qu'elle est pensée aujourd'hui n'invite pas à la transformation sociale. Donc, comment nous, on essaie d'être efficace en construisant la transformation sociale? Il y a aussi toute cette idée du pragmatisme qui est vue comme une très grande qualité, sauf qu'en fait, souvent, être pragmatique, ça veut dire gagner à court terme, sauf que c'est pas vrai. Si notre façon de gagner à court terme, elle ne nous sert pas pour gagner quelque chose plus profondément à long terme, en fait, c'est pas pragmatique du tout. Donc, il y a ces questions-là. Et donc, voilà, c'est contre quelle rationalité on lutte et qu'est-ce qu'on essaie de transformer fondamentalement au-delà des victoires qu'on a besoin d'avoir par ailleurs. Et donc, ce bouquin, voilà, il s'appelle Manuel critique parce qu'à la fois, parce qu'à la fois toutes ces choses-là, il n'y a rien de spontané. On a besoin de se transmettre des choses. Comme je disais, les fiches techniques de comment faire, en fait, c'est assez énergisant. Ça peut-être, après, on pourra se dire on n'est pas d'accord, mais au moins, ça nous donne une porte d'entrée. Ok, je vais commencer par ça. Et donc, partager les pratiques et je pense que c'est important. Voilà, moi, je viens pas d'un milieu militant politiquement, syndicalement, et du coup, moi, j'ai pas eu beaucoup de transmission militante et j'ai appris au fur et à mesure et ça en rame un peu. Et je pense qu'en plus, là, avec le déclin un peu des organisations traditionnelles, c'est aussi toute une transmission des pratiques militantes qui est
qui est rendu un peu plus difficile. Donc, je pense que cette transmission, encore une fois, tout ça n'est pas spontané, d'où le côté manuel, et à la fois manuel critique, parce que justement, il n'est pas question d'appliquer ces choses-là sans les réfléchir, sans les penser dans leur complexité. Surtout que si les gens qui ont fait avant nous avaient la solution, ben on n'en serait pas où on en est. Donc globalement, c'est à peu près évident qu'il faut qu'on re-questionne tout ça. Donc voilà. Et donc le bouquin, il pose la question de comment militer, comment avoir, ça veut dire quoi militer et comment. Donc il n'y a pas de réponse dedans, je vous rassure tout de suite. Mais quelles sont toutes les questions qui se posent à nous? Et donc ça ramène à l'idée de double besogne, qui est l'idée de la charte d'Amiens, voilà, en 1906, sur à la fois agir maintenant et aujourd'hui sur les urgences et obtenir des améliorations concrètes qui sont urgentes à obtenir, et à la fois construire la possibilité d'une transformation plus radicale, ce qui veut dire que la façon dont on va lutter aujourd'hui doit permettre de construire cette transformation radicale. Et ça, c'est tout l'idée, voilà, c'est pas une opposition entre réforme et révolution, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on lie les deux, que les réformes, la façon dont on lutte pour les réformes peut construire la possibilité d'une transformation voilà, d'une mobilisation large pour une transformation plus profonde, ou au contraire, complètement éteindre la volonté de transformation sociale et rendre acceptable la situation telle qu'elle est avec juste un petit changement. Et donc, c'est comment est-ce qu'on lutte pour des améliorations concrètes ici et maintenant en construisant la possibilité de transformer plus fondamentalement les choses. Donc, c'est aussi fondamentalement l'idée de préfiguration et dans les mouvements collectifs, toutes les questions qui se posent à nous sur l'ambition d'être cohérent, donc pratiquer la démocratie, ce qui va à l'inverse de l'idée d'efficacité telle qu'elle est entendue souvent. Voilà, prendre le temps, c'est en pratiquant qu'on se forme à la démocratie et que surtout l'autoritarisme nous devient insupportable. Enfin, que déjà on sait le repérer et qu'il nous devient insupportable. Ne pas reproduire les oppressions qui traversent la société, tâcher de ne pas les reproduire, encore une fois, savoir les identifier, ne pas les reproduire en interne. Voilà, essayer d'être des cadres à la fois pour l'émancipation et pour la lutte. Et c'est aussi déconstruire notre rapport au pouvoir, c'est-à-dire que y a beaucoup d'organisations de community organizing qui sont en fait des organisations très pyramidales, très traditionnelles dans leur rapport au pouvoir, avec une délégation du pouvoir vers le haut, enfin voilà, qui reproduisent un mimétisme des autres, de la société contre laquelle on lutte, sous prétexte d'efficacité, qui vont recentraliser le pouvoir et du coup pas du tout préfigurer la possibilité de changer ce rapport-là. Et donc voilà. Et donc toute cette posture des militants, militantes, notamment, moi un truc qui m'a frappé, c'est que quand on est organizer, on est objectivement extérieur. On est salarié, on est permanent, enfin voilà. Et à la fois, même si du coup, pour moi c'est pas satisfaisant, même sans être salarié, même sans être à plein temps, le fait de se penser et d'agir comme militant, militante, ça donne une certaine extériorité parce qu'on a une intention que les personnes qu'on va chercher à mobiliser n'ont pas forcément quand on va aller les rencontrer. Et donc, de fait, on a une extériorité. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça et comment on se positionne pour pas tomber dans le piège de se penser comme une avant-garde qui va essayer d'éclairer les autres et d'éclairer leur chemin. Et voilà. Et d'autant qu'on a besoin de militants et de militantes parce que, justement, ce que je disais, c'est pas spontané et on a besoin d'un capital militant et de pratique. C'est en pratiquant qu'on tâtonne et qu'on avance. Je sais pas combien de temps je suis. Est-ce que je continue un peu ou pas? Ouais. C'est libre. Hein. C'est libre. Oui, mais du coup. On n'est pas fatigué? Ok. À bâbord, on dit on n'est pas fatigué. La charte d'Amiens. Ouais. Tu as fait référence à la charte d'Amiens. Je peux décrypter ça. Parle à tout le monde. Ouais. Alors la charte d'Amiens, c'est un truc qui a été voté au début de la CGT en 1906 et qui donc parle
je suis pas spécialiste non plus, mais qui en gros, un des gros thèmes de la charte d'Amiens, c'est sur la séparation entre les mouvements sociaux et les mouvements politiques et le rôle des mouvements sociaux et syndicaux, notamment pour la transformation sociale, qui a un rôle de double besogne. Donc la double besogne, c'est à la fois lutter aujourd'hui et lutter pour la transformation sociale. Donc syndicalisme qui à la fois lutte pour des améliorations concrètes dans le cadre du travail et à la fois lutte pour une transformation sociale au-delà des questions de travail juste aujourd'hui. Voilà. Et la CGT qui s'est créée en 1902, si je ne me trompe pas, par l'unification entre je ne sais pas comment ça s'appelait, mais le truc était purement syndical, organisé par branche et entreprise, et de l'autre côté, les bourses du travail qui, elles, étaient, voilà, que je qualifiais d'éducation populaire, et qui donnent aujourd'hui le fonctionnement en union locale. Et ça pourrait être intéressant aussi de réexplorer ça, et comment les unions locales peuvent être des cadres d'éducation populaire et de vie collective qui dépassent les intérêts corporatistes, ça fait moche à dire, mais en tout cas les batailles liées directement au travail pour penser les choses plus largement. Voilà. Et donc, globalement, toutes ces questions-là, moi, après, dans le bouquin, je les ai déclinées en 4 défis pour l'action collective. Le premier défi, c'est construire un collectif qui soit fort et émancipateur. Deuxième défi, c'est l'émancipation, et donc construire les questions de culture, construire la culture de l'émancipation. Troisième défi, c'est s'organiser, si possible démocratiquement. Et quatrième défi, c'est passer à l'action concrètement et transformer concrètement le réel. Donc voilà, je développe un peu ça. Donc le premier défi, construire le collectif fort et émancipateur, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire prendre les relations humaines au sérieux, que c'est pas inné en fait, la confiance, elle tombe pas du ciel entre les individus. Et donc comment est-ce qu'on construit l'interconnaissance qui permettra éventuellement la confiance après. Et ça, alors, voilà, les Américains, mais c'est très en lien. Aujourd'hui, ceux qui pratiquent le mieux ça, c'est le néo-management, hein, très clairement. Ils sont formés à ça, construire une équipe, ils savent faire. Et sauf que c'est un problème en fait, parce qu'en face, ils savent le faire et nous, on le fait pas. Voilà. Donc du coup, comment est-ce que on s'approprie ces questions-là? Je sais, j'ai pas de réponse sur comment on les règle, mais je pense qu'il faut absolument qu'on se les pose pour construire des collectifs et donc prévoir des temps et les prendre au sérieux, des temps pour l'interconnaissance, parce que sans interconnaissance, il n'y aura pas de confiance. Et donc vraiment, penser le fait de créer le collectif. Et ça, les Américains, dans les réunions, il y a 20 minutes où tu parles avec ton voisin et tu te racontes pourquoi tu es là, c'est quoi ta lutte, c'est quoi ta blessure qui fait que jamais tu lâcheras sur cette lutte-là, etc. Donc, ils pensent ça de façon très, très, très formalisée toujours. Après, en éducation populaire, il y a aussi des méthodes qui permettent de faire ça, un truc qui s'appelle petite histoire, grande histoire, et qui permet de faire le lien entre la grande histoire, qui est les grands jalons de la vie, notamment politique, et puis petite histoire, c'est moi, quel est mon souvenir de ça, qu'est-ce que ça m'a fait à ce moment-là, et donc ça permet aussi d'échanger sur pourquoi on est là, pourquoi on est militant, militante, c'est quoi, et en fait, globalement, c'est quoi notre rage de lutter et pourquoi on est là. Et en disant ça, il ne s'agit pas de faire notre psychanalyse les uns aux autres, mais d'échanger sur nos raisons d'être là et donc de construire une relation forte du point de vue du militantisme. C'est aussi toute la question des oppressions en interne, ce qui pose la question de notre identité, qui on est, et en tant que quoi on lutte et pourquoi on lutte. Donc c'est toute la question premier concerné, allié, je ne vais pas fouiller, mais voilà, je développe ça pas mal. Sur comment on crée un collectif à partir de nos différences et à quel moment ces différences on les fait cohabiter ou à quel moment on les nomme pour pouvoir avancer. Toute la question de la mobilisation, donc ça c'est la stratégie de développement, avoir vraiment des stratégies de développement, ça veut dire encore une fois la différence entre organizing et activisme ou mobilizing, vraiment l'action volontaire et volontariste d'aller mobiliser. Penser aussi l'absorption et la structuration. Moi, je me souviens quand j'étais aux États-Unis, c'était juste après, il y avait eu la marche des femmes juste après l'élection de Trump, donc un truc énorme, voilà, et tout le monde était hyper content. Et là, j'ai un organisateur qui me dit, OK, but what's next?
qu'est-ce qui se passe après? Et en fait, je restais toute conne, quoi, mais il dit, ok, bah, c'est très bien, il y a beaucoup de gens dans la rue, mais enfin, ça change quoi, en fait, sur enfin, les sénateurs républicains, ils s'en fichent complètement qu'il y ait eu du monde dans la rue, enfin, ils s'en fichent, ça change quoi? Vous êtes fait plaisir, en fait. Ok. Et en fait, tout le truc, en anglais, manifestation, ça se dit demonstration, démonstration. Et je trouve qu'en fait, cette traduction, elle est intéressante. C'est-à-dire que une manifestation, c'est une démonstration de pouvoir potentiel. Mais tant que les gens qui étaient dans la rue, ils s'organisent pas pour avoir un rapport de force, pour organiser un rapport de force réel, en fait, la manifestation en soi, c'est à peu près aucun pouvoir de nuisance pour les personnes sur qui on a envie de faire pression. Donc, il y a toute cette idée de l'absorption. Comment est-ce qu'on fait pour absorber dans les mouvements des personnes qui apparemment ont envie de se mobiliser? Et donc, la structuration, créer de la force à partir de ça. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, cette question de posture de mobilisation, c'est-à-dire que mobiliser, ce n'est pas convaincre, c'est plutôt écouter et se mettre à égalité plutôt qu'en posture. Je vais t'expliquer quoi penser et quoi dire et quoi faire. Donc voilà. Donc ça pour construire le collectif. La question de la culture et contre la culture dominante et créer notre propre culture, construire notre propre culture. Donc culture au sens de compréhension du monde. C'est-à-dire que la culture, le ministère de la Culture étrique ça à la création culturelle par des professionnels. Je pense que c'est très important d'élargir ça aux pratiques culturelles par toutes et tous. Et donc, ça veut dire ne pas déléguer aux sachants et aux sachantes ou aux artistes professionnels le monopole de la pensée et comprendre le monde. Certes, il y a des gens dont c'est la spécialité, dont c'est le métier, qui vont nous expliquer des mécanismes sociaux, des sources historiques, des choses comme ça, et on a besoin de ça. Mais on a aussi besoin de ne pas déléguer la responsabilité de nous expliquer le monde à d'autres et de se la réapproprier et être en dynamique de recherche collective pour aller essayer de comprendre les situations dans lesquelles on est et ce qui nous permettra de les transformer. Donc voilà, et ça c'est vraiment l'objet de l'éducation populaire, construire notre compréhension du monde pour pouvoir le transformer. Et puis se former concrètement. Et donc là, c'est toutes les dynamiques et l'idée que savoir ne suffit pas. Et qu'encore une fois, à la fois, il faut qu'on construise notre compréhension du monde, mais c'est pas parce qu'on a compris une situation qu'on va pouvoir agir. En autodéfense féministe, la première chose sur laquelle on s'entraîne, c'est apprendre à réagir, apprendre à dire non. On sait très bien qu'il faut dire non, on sait très bien qu'on est légitime pour le dire non, mais c'est hyper dur. Et donc, en fait, la première chose sur laquelle on travaille, c'est que quand il y a une main sur notre cuisse, on la vire. Enfin, voilà. Et donc, savoir ne suffit pas. Et on la vire, on crie, on tape. Mais voilà. Donc, tout ce travail sur nos corps aussi, pour c'est pas tant se former que se déformer et se décoloniser de cette culture dominante qui nous empêche de penser autrement et surtout qui nous empêche d'agir autrement. Donc augmenter notre capacité à agir. Donc ça, les jeux de rôle, le théâtre forum, des choses comme ça, c'est des outils qui peuvent servir. Voilà. Aux États-Unis, ils appellent ça le Development Leadership Pipeline. Donc, le pipeline de développement des leaders. Donc, le parcours de formation des personnes qui ont envie de prendre des rôles d'animation. Et donc, ils pensent ça à base de compagnonnage, de formation aussi descendante, voilà, et beaucoup de recherche, d'enquête, etc. Et puis, la question de la culture, c'est aussi la question de la bataille de l'opinion publique et de diffuser nos idées. Et ça pose encore plein de questions parce qu'en gros, vouloir parler à l'opinion publique, ça veut dire utiliser les outils qui parlent à l'opinion publique. Et ça pose plein de questions. Ça veut dire, globalement, penser marketing, utiliser les médias, passer sur TF1. Si on veut parler à l'opinion publique, c'est pas 3 affiches voilà. Et à la fois, tous ces principes marketing, c'est aussi des principes quelque part de bon sens. Se dire que si un tract est illisible, personne ne va le lire. Bon, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour s'en douter. Et malgré tout, on se le dit pas toujours. Voilà. Et donc, l'idée de, voilà, quand on diffuse un truc, on a 7 secondes pour convaincre, sinon la personne
bah, elle lit pas en fait. Et donc t'as tous ces trucs-là, et ça c'est très pensé dans la pensée de l'organizing, mais c'est tellement pensé que ça en devient ultra cynique. Mais ils pensent des trucs, par exemple les hashtags, les slogans, Black Lives Matter, des trucs comme ça, c'est des slogans qui sont inattaquables moralement. Et donc ils réfléchissent. Moi, la première fois que j'ai fait une réunion pour penser à un hashtag, j'étais mais où je suis, c'est des fous. Et bon, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose à réfléchir, de se dire un slogan, comment est-ce qu'on fait? Enfin, en fait, c'est aussi une stratégie de lutte de se dire, on va empêcher, on va anticiper les attaques du camp d'en face. Et Black Lives Matter, en gros, enfin, c'est compliqué. Donc les vies des Noirs comptent. C'est compliqué d'aller contre ça. C'est une idée moralement inattaquable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui l'attaquent. Mais voilà, essayer de trouver des slogans courts, simples, efficaces, moralement inattaquables, pour défendre notre lutte et pour la synthétiser en très peu de mots et pouvoir la diffuser. Voilà, après, on en fait des affiches, on en fait de ce qu'on veut, mais voilà. Donc il y a toutes ces idées-là, le fait de faciliter le soutien passif. Donc, il y avait eu, des trucs marquants. Il y avait tout, quand la lutte contre le sida, il y avait le petit pins que tout le monde avait. Ça coûte pas cher, voilà. Et ça fait monter une idée dans la société, le fait de voir que tout le monde là. Pareil, les gilets jaunes, quand il y avait le gilet jaune sur le pare-brise, c'est une efficacité incroyable, en fait. Et aux États-Unis, il y a une lutte pour les enseignants sur les questions d'école qui a été organisée autour d'un t-shirt rouge. Et en fait, ils font ce qu'ils appellent des tests de structure pour voir où est-ce qu'ils en sont dans la mobilisation. Et plutôt que de déclencher une grève sans savoir combien de personnes allaient vraiment se mettre en grève, ils ont fait toute une période où ils étaient tous invités à porter un t-shirt rouge tous les vendredis. Donc au début, il n'y avait pas grand monde. Et finalement, ils ont vu le truc se développer. Et quand il y avait plein de t-shirts rouges le vendredi, ils ont lancé le préavis de grève. Et en fait, penser des étapes comme ça qui facilitent la mobilisation, la montée de la mobilisation et la montée de la confiance collective sur le fait qu'on va être fort et forte. Donc voilà. Sur la question de le troisième défi, la question de l'organisation, bon là je développe plein de trucs sur. Moi ça m'a frappé parce qu'il y a beaucoup, je trouve aujourd'hui, d'entrées en militantisme par des entrées qui sont contre, ou en tout cas qui prétendent, au moins dans un premier temps, aller contre les organisations traditionnelles de lutte. Donc contre les syndicats, on voit dans le mouvement climat, le mouvement Gilets jaunes, des choses comme ça, il y a beaucoup Nuit debout, il y avait plein de trucs vraiment contre les organisations, et à la fois avec des gens qui voulaient, et profondément, et qui avaient la rage de lutter. Et donc ça pose la question de comment on s'organise, parce que c'est des mouvements collectifs, donc de fait, ils s'organisent, mais comment ils s'organisent s'ils ne souhaitent pas s'organiser comme le font ceux qui sont organisés aujourd'hui. Et donc, voilà, du coup, mais c'est pas ici que je vais développer ça, les questions sur la démocratie interne, la démocratie directe, l'autogestion et le fait de pratiquer ça et d'apprendre en pratiquant ces méthodes-là. Voilà, après, je développe la question du permanentat, du salariat, de la recherche d'argent, mais ça, c'est surtout valable dans les associations. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui bossent dans les assos, mais voilà. Et puis, le dernier défi qui est de passer à l'action concrètement. Et là, moi, je pense les choses de façon un peu schématique parce que ça m'aide à penser, donc ça m'aide, peut-être que ça en aidera d'autres, avec 4 lieux d'action dans le pouvoir, à agir depuis l'intérieur du système, en tant qu'allié de l'intérieur, éventuellement en tant qu'élu, à agir dans le système, dans les institutions. Le deuxième, c'est avec le pouvoir. Et là, c'est aller négocier avec le pouvoir, ce qui veut dire créer du rapport de force pour pouvoir négocier. Donc ça, c'est plutôt ce que font les syndicats, ce que fait le community organizing, etc. Troisième lieu, c'est contre le pouvoir. Donc là, c'est refuser de négocier, rêver à plus grand que ça. On n'est pas intéressé pour aller négocier des petits trucs, on veut tout changer. Et quatrième lieu, qui est hors du pouvoir. Et là, c'est ne pas attendre le changement pour changer et aller développer d'autres, globalement se sortir du système pour développer des expérimentations. Pour moi, c'est des stratégies qui s'opposent bien souvent, et notamment les gens qui sont dans les différentes stratégies, très souvent, mettent beaucoup d'énergie à s'opposer les uns les autres. Donc elles s'opposent, mais à la fois elles se complètent. Je pense qu'il n'y a aucune de ces 4 stratégies qui est gagnante à elle toute seule, et qu'on a besoin d'avoir du monde dans toutes ces stratégies-là. Probablement qu'à titre individuel, on ne peut pas être dans les 4 en même temps, voilà. Mais en tout cas, de penser la complémentarité entre toutes ces stratégies-là.
Et donc, pour les reprendre rapidement, dans le pouvoir, donc depuis l'intérieur du système, c'est notamment donc les personnes qui se pensent comme des alliés de l'intérieur, des agents doubles. Donc c'est l'éducation nationale, le travail social, l'animation, la santé, la justice. Voilà, vaut mieux avoir un bon travailleur, une bonne travailleuse sociale qu'un mauvais. Il vaut mieux avoir un bon avocat ou une bonne avocate qu'une mauvaise. Enfin voilà. Donc comment, à la place où on est, dans le lieu où on est pour gagner notre possibilité de payer notre loyer à la fin du mois, comment à ce lieu-là on peut agir, ce qui nécessite probablement, or souvent beaucoup de gens négligent cette responsabilité-là, la responsabilité de s'organiser en tant que professionnel, travailleur, travailleuse pour lutter pour ses conditions de travail, non pas pour, pour améliorer ses conditions de vie, mais aussi pour améliorer la qualité du service public, de la responsabilité du métier en tant que tel. Bon voilà, ça pose la question des élections, ça pose la question de la participation telle qu'elle est organisée par le pouvoir. Il y a donc le deuxième axe avec le pouvoir, le fait de créer le rapport de force pour aller négocier. Donc ça, c'est pour obtenir des réformes, puisqu'on va aller négocier des réformes, hein, on ne peut pas aller négocier la transformation sociale. Mais ça part de l'idée que la pensée de la négociation, en fait, l'organizing, c'est une pensée de la négociation. Et la négociation, ça porte pas sur des idées, il ne s'agit pas de convaincre l'autre, ça c'est de la discussion. La négociation, ça porte sur des intérêts, et c'est une question de rapport de force. Il ne s'agit pas d'avoir raison, c'est pas le problème. Si il s'agissait de se convaincre, on se serait convaincu avant. Si on est en train de négocier, c'est parce qu'on ne s'est pas convaincu, et qu'on est en train de négocier sur les idées. Donc c'est toute l'idée il va falloir faire plus que s'indigner, et qu'avoir raison n'est pas la question. Et donc une négociation, en organizing, on s'entraîne beaucoup à négocier. Une négociation, il ne s'agit pas de trouver des arguments pour convaincre l'autre, mais de comprendre quels sont ses intérêts pour voir où est-ce qu'on va pouvoir le faire lâcher. Et donc ça veut dire développer du rapport de force, donc penser comment est-ce qu'on va avoir un rapport de force. Encore une fois, c'est pas une manifestation, le rapport de force, c'est en quoi la personne avec qui j'ai besoin de négocier a besoin de moi, de nous, ou au moins a besoin de notre consentement. Et donc en quoi on va pouvoir la faire vaciller, ce qui va la forcer à ouvrir des négociations avec nous. Et l'idée aussi qu'on ne s'assoit à une table de négociation que quand on a le pouvoir de négocier. On ne va pas s'asseoir à une table de négociation si on n'a pas de capacité de pression sur la personne, et enfin sur l'institution, et notamment, ça veut dire probablement avoir une menace qui pèse sur l'institution avec qui on veut négocier. La menace n'étant valable que si elle en est consciente. Donc ça peut être du bluff aussi, c'est un peu risqué, mais en tout cas, s'il n'y a plus de menace pour l'accord d'en face, on ne va pas pouvoir négocier. Donc voilà, toute cette pensée de la négociation, encore une fois, qui est très cynique, et qui nous fait rentrer dans une logique qui, je pense, n'est pas du tout émancipatrice et qui est celle contre laquelle on lutte. Il n'empêche que je pense que c'est bien d'en avoir conscience que la négociation se passe comme ça, parce que sinon on est sûr de la perdre. Or, c'est pas le but non plus. Donc voilà. Troisième lieu, contre le pouvoir, donc la pensée à rêver à plus grand que ça. Et pour moi, un truc très clair là-dessus, c'est par exemple la lutte Notre-Dame-des-Landes, dont le slogan était « Contre l'aéroport et son monde ». Contre l'aéroport, c'est une revendication. C'est-à-dire que ça a été demandé et ça a été gagné. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a signé en bas de la feuille « Ok, on annule l'aéroport ». Donc on est dans le champ de la réforme, on est dans la négociation avec le pouvoir. Il y a eu un rapport de force tel que la bataille a été gagnée et l'aéroport est annulé. En revanche, et contre son monde, il n'y a personne qui va signer en bas de la feuille « Ok, on annule ce monde ». Donc là, on n'est pas dans une lutte avec revendication. Et c'est un peu l'enjeu, c'est probablement de réussir à lier les questions comme ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Ça pose aussi la question justement de ne pas avoir de revendications. Demander tout, demander rien. En fait, on ne veut pas négocier des miettes, on veut tout changer. Ça pose la question de la violence, de fait, parce que face à ça, l'État est forcément violent dans la répression. Donc ça pose la question de la violence. Donc je ne veux pas non plus m'étendre là-dessus, mais ça pose la question du répertoire d'action et de quel type d'action on utilise. Action directe, action délégative, action symbolique, enfin voilà. Qu'est-ce que c'est que la non-violence stratégique? Ça pose ces questions-là. Et la dernière sphère, c'est hors du pouvoir, donc ne pas attendre le changement pour changer.
et donc développer des expérimentations qui ont valeur d'exemplarité, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de l'air, qui nous donnent des idées, qui nous permettent d'expérimenter, et ça c'est énorme, tout en sachant que en tant que tel, ça ne suffira pas pour transformer les choses. C'est-à-dire que le jour où les AMAP dérangeront Auchan fera voter une loi contre la vente directe pour des raisons, je sais pas, de sanitaires, ils trouveront bien. Donc voilà, le jour où des expérimentations seront un danger, elles seront détruites. Donc la nécessité, encore une fois, de faire le lien entre ces expérimentations et d'autres stratégies. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà été longue. Et je propose qu'on en parle et que vous discutiez. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Alors, il y a deux questions qui viennent de nos auditeurs et auditrices sur YouTube. On va relayer. Donc, la première question, c'est comment réanimer le projet d'éducation populaire et émancipateur au sein des associations historiques d'éducation populaire qui se sont dépolitisées? Faut que je réponde? Ah, c'est la question. C'est une excellente question. Ça, c'est un truc que j'ai appris aux États-Unis aussi. Moins on a la réponse, plus ça veut dire que la question est bonne. Voilà, moi, je travaille dans ce secteur-là de l'éducation populaire institutionnalisée des associations, donc c'est une question que je me pose très clairement. Je pense qu'en fait, agir dans ces associations-là, c'est être dans le registre dont je parlais tout à l'heure, qui est dans l'institution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions d'éducation populaire, c'est des associations subventionnées. C'est la main gauche de l'État, en gros. Et donc, on est dans l'institution globalement. Et il y a des choses à faire dans ces endroits-là. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout à dire c'est des vendus, il n'y a rien à faire. Il y a clairement plein de choses à faire. Il y a des brèches à exploiter. Il y a des gens à convaincre. Il y a des actions à mener. Voilà, je pense que comment réanimer le projet d'éducation populaire, c'est en la pratiquant et en essayant de diffuser ça au maximum. Donc, c'est une réponse un peu pas forcément très, très claire, mais je pense que c'est vraiment à faire et que c'est rageant, mais comme les profs dans l'éducation nationale, comme les travailleuses sociales dans le travail social, c'est difficile parce qu'on se prend, on peut pas faire tout ce qu'on veut et on se prend plein de difficultés. Mais il n'empêche que je pense que c'est vraiment des combats à mener et que on a tout intérêt à avoir le plus possible de militants et de militantes dans ces endroits-là. Il y a une deuxième question. Ah, peut-être que quelqu'un d'autre avait aussi une réponse à apporter à ces questions-là. Je ne sais pas. Bon. Donc la deuxième question de la camarade Adèle, c'est quelle différence entre la posture d'organizer et celle de l'animatrice autogestionnaire des luttes, donc la figure militante pour les communistes libertaires? Eh ben, moi, je pense que l'ambition, ce serait que ce soit la même chose. En réalité, l'organizer, du fait qu'il ou elle est salarié, ça change déjà beaucoup les choses. Ça veut dire aussi que sociologiquement, très souvent, c'est des gens qui ont étudié l'organizing à l'université. C'est assez étonnant aux États-Unis. Il y a des filières de travail social avec spécialisation organizer. Et alors, il y a ça. On peut se former en organizer dans le travail social. On se forme aussi en ce qu'ils appellent industrial studies, je crois. Et en gros, c'est les études pour être sur les relations, en gros, enfin, c'est les partenaires sociaux, j'imagine. Et les gens qui se forment là-dedans, ils vont aller soit dans les syndicats employeurs, soit dans les syndicats salariés. Et donc, en fait, ça veut dire que les gens qui bossent dans ces deux types de syndicats, ils ont fait leurs études ensemble. Voilà, donc forcément, ça pose un petit problème. Mais donc, la différence, c'est que dans la conception communiste libertaire de animateurs, animatrices, autogestionnaires de lutte, déjà, c'est des personnes de l'intérieur, c'est des personnes directement concernées qui s'organisent avec les personnes de leur groupe social. Alors, si on est dans le syndicalisme, c'est le travail, mais ça peut être d'autres sphères, et non pas des personnes de l'extérieur qui viennent organiser un groupe social autre. Après, c'est des choses qui sont beaucoup remises en question aux États-Unis. Il y a différentes méthodes d'organizing. Il y a des méthodes où l'organizer doit être extérieur, et c'est pensé, c'est pas complètement absurde. Moi, j'avais interdiction d'habiter Aubervilliers, parce que j'organisais Aubervilliers, parce que comme ça clignotait sur mon front
que je n'étais pas légitime à parler à la place des gens. Je n'habite pas là, c'est pas mes problèmes. Je suis là pour les aider à s'organiser pour mener leur propre lutte. Et donc, pour aller porter les revendications auprès de la mairie, pour aller parler à la presse, etc., c'est pas à moi de le faire. J'ai aucune légitimité pour le faire. Donc, moi, j'accompagnais les personnes pour définir quelles revendications, s'entraîner, faire des jeux de rôle. Ok, je fais la mère et j'essaie de te déstabiliser, on s'entraîne. Enfin, voilà. Donc, il y a cette méthodologie où l'organizer est très extérieur et de plus en plus c'est remis en cause parce que de façon non surprenante, ça fait que aux États-Unis, c'est beaucoup des hommes blancs de plus en plus âgés qui sont organizers et notamment qui sont en position de direction dans les organisations de community organizing. Et donc, de plus en plus, les organizers sont recrutés parmi les leaders. Et donc, les leaders qui sont les animateurs issus des membres. Ça pose d'autres problèmes puisque du coup, on a des personnes directement concernées qui obtiennent des postes salariés permanents. Et donc, ça pose aussi des questions de pouvoir. Je pense que dans tous les cas, le permanentat pose une question de pouvoir qui est compliquée. Voilà. Donc, la spécificité de l'organizer, c'est ça. Après, là, je parle de l'organizer salarié parce que le fait de penser comme un organizer, et comme je vous disais, tout le monde, tous les militants et militantes aux États-Unis se pensent comme des organizers. Là, pour le coup, l'idée que militer, fondamentalement, c'est organiser, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très proche de l'idée de se dire qu'il faut qu'on soit, en tant que militants et militantes, des animateurs et animatrices des luttes, qu'on essaie d'encourager dans leurs caractéristiques autogestionnaires. Ouais, j'ai une question. Bon, je parle plus fort. En fait, non, j'ai deux questions. La première, c'est que j'avais vu que le community organizing, par exemple, c'était quelque chose qui avait émergé beaucoup à Los Angeles après 92, les émeutes, la ville dévastée, des émeutes qui sont pas seulement un soulèvement de la population. Et que ça a été à la fois une continuation de ces luttes, mais aussi aussi une forme de mise au pas aussi. Enfin, pas de mise au pas, mais de se dire de normalisation avec des revendications très classiques. Et du coup, savoir ce que toi t'en pensais. Il y a aussi l'histoire du financement, parce que j'ai lu un bouquin qui disait que le community organizing, il fonctionnait en allant chercher de l'argent aux fondations, etc. Et du coup, moi, c'est un truc qui me surprenait, que tu puisses avoir de l'argent, faire des projets, payer des gens, etc. Comment ça se passe, quel est le rapport avec les financeurs, le lien avec les partis politiques. Et après, dernier truc, c'est question sur ce qui se passe maintenant aux États-Unis, où là, du coup, on a un mouvement j'ai l'impression qui n'est pas très très organisé, mais qui est quasiment insurrectionnel autour de Black Lives Matter, où on voit qu'il y a une énorme radicalisation et peut-être même les prémices d'une guerre civile avec des milices fascistes qui s'arment aussi. Et du coup, comment le community organizing, ça se pose là-dedans. Et après, dernière chose, c'est un commentaire, c'est que j'ai l'impression que tous les mouvements, en tout cas les moments révolutionnaires, c'est des moments où les personnes qui se pensent à l'avant-garde, qui se pensent organisées, qui pensent agir, etc., en général, ils sont complètement dépassés. Ça a été le cas en 1917 en Russie, où tous les partis révolutionnaires ils ne comprenaient pas ce qui se passait. En mai 68, ça a surpris tout le monde, toutes les organisations gauchistes, elles étaient à la traîne, elles ne comprenaient pas qu'il y avait un truc révolutionnaire à essayer de suivre. Et même le PC s'est battu pour empêcher que ça continue. Et même avec les Gilets jaunes, la plupart de organisations de gauche et d'extrême gauche qui n'ont même pas été là, alors que voilà, c'est un peu ça mes questions. Ok, donc il y en a 4. Ouais. Très bien. La première sur le fait, donc à Los Angeles, la création de beaucoup d'organisations de community organizing suite aux émeutes qui avaient eu lieu en 92. C'est en effet très clairement l'aspect réformiste du community organizing qui vise aussi ce qu'on appelle l'intégration sociale par le conflit. C'est-à-dire que le fait de réintégrer des groupes sociaux exclus de la société, de les réintégrer en leur donnant un moyen d'expression, en fait, en leur ouvrant la capacité à se faire entendre. Et ça rejoint en France l'idée de la démocratie participative qui a été beaucoup développée, notamment dans les quartiers populaires, la politique de la ville, etc., avec l'idée que
qu'en fait, dans les quartiers populaires, les gens sont complètement exclus du marché du travail, exclus de la démocratie, etc. Et du coup, on va ouvrir des espaces, parce que la démocratie participative, à la base, ça a été mis en place que dans les quartiers populaires, hein, par ailleurs. Et donc, c'était clairement un objectif de récupérer ces personnes, ces groupes sociaux-là, avant qu'ils ne fassent sécession. Donc, on est dans un objectif de paix sociale très net, c'est-à-dire ouvrir des espaces de conflit, des espaces d'expression du conflit, pour éviter la sécession, pour éviter l'affrontement. Et on est vraiment dans l'idée, le conflit pour éviter l'affrontement. Et je trouve que c'est intéressant à penser ce truc-là, parce que à la fois, c'est un progrès en France. Alors là, du coup, je ramène en France, mais le fait de penser que la démocratie, c'est l'expression du conflit et doit organiser l'expression du conflit, le débat, etc., c'est un progrès par rapport à une conception à la base très jacobine, très centralisée, très délégataire. Enfin voilà. Et donc de dire qu'il faut ouvrir des espaces de débat et de conflit. Et à la fois, c'est clairement un but de pacification sociale, de dire puisqu'on vous donne la parole, prenez-la. Et si vous la prenez pas, là on peut plus rien faire pour vous, quoi. Alors que on sait très bien que les conseils de quartier, en fait, ça sert absolument à rien. Donc il y a tout un truc de réintégration. Et je pense que dans l'importation de l'organizing en France, pareil, l'organizing en France, ça a été apporté, alors pas tout de suite, mais c'est dans la dynamique qui a suivi les révoltes des quartiers populaires en 2005. De se dire comment est-ce qu'on fait pour que les quartiers populaires qui sont exclus économiquement, exclus socialement, que ces groupes sociaux-là réintègrent la société et trouvent leur place. Or, cette place, la société n'a pas envie de leur donner pour de vrai. Donc, il s'agit de leur laisser une place. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, c'est ce processus d'intégration sociale par le conflit, le fait que pouvoir exprimer son désaccord donne l'impression d'appartenir. L'impression d'être écouté fait que ça fait un peu baisser la colère. Et donc, il y a ce truc-là dans le community organizing où très clairement, on va se battre pour des choses qui sont très valables par ailleurs, hein, réparer les ascenseurs dans les tours de 20 étages, nettoyer les locaux poubelles, développer le nombre de bus, etc. Des batailles qui sont parfaitement valables et qu'on va pouvoir gagner à la marge. Mais en fait, c'est aussi l'objectif de calmer une part de la colère sociale en lâchant sur des revendications de ce type-là. Et donc, c'est ce qui s'est passé, notamment à Los Angeles, comme tu en parlais. Je dis pas que tout le monde était évidemment pas dans cette démarche-là, mais en tout cas, ça a pu avoir cet effet-là, qu'une partie de la colère a pu retomber parce que des revendications ont pu s'exprimer collectivement, être entendues et voir certaines batailles gagnées, ce qui a pu faire baisser la colère sociale. Et donc ça, c'est tout le problème du réformisme pensé comme une fin en soi et comme obtenir des réformes, non pas dans une perspective de transformation sociale, mais dans une perspective juste de gagner ces réformes-là. Ta deuxième question sur le financement. Alors, aux États-Unis, la redistribution des richesses, comme on dit, elle n'est pas organisée par l'État. C'est tradition philanthropique et donc il est assez banal. Je ne comprends toujours pas pourquoi, mais il y a beaucoup de fondations qui donnent au mouvement de gauche. Voilà, c'est un peu contre-intuitif, mais ça marche comme ça. Mais ça donne un truc qui a été dénoncé là-bas, qui est appelé attention, je vais faire de l'anglais, industrial complex. Non, j'ai oublié le terme, donc je le dirai pas. Mais en gros, ce que ça dénonce, c'est la collusion, l'implication du coup qu'ont les fondations sur les mouvements sociaux. Et l'exemple type qui est donné là-dessus, c'est le mouvement des droits civiques. Donc la lutte pour les droits civiques, qui, en fait, ça a été prouvé en recherchant dans des archives que la Fondation Ford, qui a beaucoup financé le mouvement des droits civiques, finançait un peu partout, mais finançait encore plus les mouvements les franges les moins radicales du mouvement des droits civiques. Et donc, de fait, jouait sur les revendications et jouait sur le niveau de contestation. Et donc ça, aujourd'hui, c'est pas mal dénoncé aux États-Unis, le fait que le mode de financement joue sur la capacité à lutter. En France, on a un autre problème puisque la redistribution des richesses donc, est faite par l'État. Mais de plus en plus, l'État se désengage et renvoie vers le financement privé. Et notamment, les organisations de community organizing en France refusent les financements d'État sous prétexte d'indépendance, ne veulent pas de l'argent de l'État. Du coup, vont chercher auprès de fondations. Donc, c'est ces mêmes fondations de gauche, voilà. Enfin, non, c'est pas les mêmes, mais il y en a qui sont internationales et qui financent aussi en France
et qui financent des choses qui ne seraient pas financées par l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, clairement, les luttes, je crois que le CCIF, Comité contre l'islamophobie, est financé par des financements privés, il ne serait pas financé par l'État français. Enfin, des choses comme ça, des luttes qui sont probablement importantes, je pense importantes, sont financées, vont chercher leur financement dans le privé. Mais ça pose aussi la question, en fait, de valider le retrait de l'État dans sa responsabilité dans la responsabilité qu'il prend au titre de la collectivité et qu'on aimerait faire autrement, mais pour l'instant c'est l'État, de redistribution. Et ça, en gros, c'est un retour aussi aux dames patronesses, puisque en fait c'est les riches qui décident comment est-ce que on répartit les richesses, quoi. Donc on est dans ce mouvement-là aujourd'hui en France, avec l'État qui se désengage très clairement. Pour ceux qui sont dans l'associatif, il n'y a plus de subventions de fonctionnement depuis pas mal d'années. On est de plus en plus dans l'appel à projet, donc avec des associations qui sont de plus en plus dans la réalisation de la commande publique. Et puis il y a aussi toute l'idée du financement participatif, du crowdfunding, n'est-ce pas, qui est très à la mode et qui est vu comme souvent plein de gens trouvent ça génial, sauf qu'en fait ça revient à rien d'autre que faire la quête sur Internet, faire des tombolas pour rénover des écoles, quoi. Enfin, on n'est plus sur des politiques pensées collectivement sur qu'est-ce qu'on veut pour notre société, mais sur faire du marketing pour gagner 3 sous, quoi. Et donc, ça pose vraiment des questions. Tu parlais du mouvement, enfin voilà, des mouvements aujourd'hui aux États-Unis qui sont un peu, on pourrait penser insurrectionnels. Je connais pas assez bien aujourd'hui pour répondre là-dessus, mais par contre, ça peut faire le lien avec justement des réactions et des transformations qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis dans le mouvement dans le community organizing et l'organizing de manière générale. Dans le bouquin, moi, j'ai défini 2 types un peu purs, donc on les retrouve pas comme tels, mais l'organizing macho autoritaire, qui est un organizing très hiérarchique, maltraitant, etc., sous prétexte d'efficacité, et qui utilise complètement les armes du camp d'en face, qui reproduit complètement les logiques du camp d'en face. Et à côté, un organizing citoyen, que j'appelle ça comme ça, qui est celui qui est à fond dans ce que je disais tout à l'heure sur l'intégration sociale et créer de la pacification sociale par le conflit. Donc ça, c'est 2 types. Et contre ces 2 types-là, il y a un organizing décentralisé qui se met de plus en plus en place aux États-Unis, et Black Lives Matter fait partie de ça, qui sont des organizing où il y a peu de permanents, mais qui digèrent toutes ces méthodes-là pour essayer de faire du mouvement, et du mouvement le plus structuré possible, mais structuré différemment. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, je ne saurais pas dire quelle est la place de l'organizing en tant que tel dedans, mais je pense que c'est plus dans cette pensée-là qu'ils essaient de faire. Et le fait que quand il y a des mouvements, en fait, les militants et les militantes, ils sont à la ramasse, ce qui est probablement une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que c'est pas une avant-garde qui mène. Mais pour moi, la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est d'où l'importance de préfigurer et de pratiquer dès aujourd'hui dans les collectifs les choses pour lesquelles on lutte, puisque justement, s'il y a des choses qui se passent, quand elles se passeront, on les maîtrisera pas. Donc il faut s'éduquer collectivement avant à avoir des pratiques et à mettre en œuvre des valeurs et des rapports entre nous qui sont ceux qu'on veut pour la société future, parce qu'en fait c'est pas, c'est évidemment pas, on va pas prendre le parti prendre le pouvoir et par une dictature établir la société future, quoi. Donc d'où l'importance de préfigurer dès aujourd'hui dans nos pratiques le plus largement possible pour que le jour où ça nous échappe, en fait ces pratiques elles sont déjà dans la société. Oui. Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, tu l'as pas cité, mais un peu le contre-exemple de ça, c'est l'Espagne de 1936, où déjà les organisations libertaires elles étaient massives, mais c'est parce qu'il y avait aussi les pratiques qui étaient largement diffusées depuis des années dans les syndicats, les Athénées, et un peu qui irriguaient largement la société espagnole, qui a eu, même s'il n'y a pas eu la victoire au final, mais qui a eu quand même toutes ces expériences et toutes ces constructions. Mais du coup, moi justement, je voulais poser la question, quand tu as répondu à Adèle sur la différence entre l'animateur autogestionnaire des luttes et l'organizer, la différence, moi je voyais justement la différence, c'est ce que tu venais d'évoquer, à savoir que, moi je pense que les animateurs autogestionnaires des luttes et puis globalement de notre action,
elle a vocation quand même à être complètement en adéquation à mettre complètement en adéquation la fin et les moyens. J'ai cru comprendre que c'était pas forcément le cas pour organiser. Du coup, voilà, je voulais savoir un peu ce que tu en pensais. Et moi, le truc là, que j'ai vraiment qui me fait tilt et qui percute des réflexions depuis plusieurs temps, quoi. Enfin, ça fait un petit moment, c'est sur l'idée de préparation qui me paraît super importante. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, on veut monter une mobilisation, allez, on met 4 affiches, un collectif, une manif, dans le cadre syndical, un peu d'agitation et de suite la grève, quoi. Et ça, voilà, et sur des petites luttes gagnantes, on en a eu localement là, sur Montpellier dans un collège, mais on voit que ça ne marche pas comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on creuse là-dessus, donc si tu as quelques billes en plus. Bah ouais. Après les billes, le problème, c'est que c'est utiliser des outils qui sont des outils enfin finalement qui reviennent à des outils de méthodologie de projet, des choses comme ça. C'est penser les choses c'est parle d'escalade, penser les marches de l'escalier, penser les cycles. Donc action, absorption, structuration. Donc on fait quelque chose. Enfin, ouais, bah. Donc c'est moche en fait, mais ça peut aider à penser. Pour moi, le truc des outils et des méthodes, c'est qu'il faut toujours rester plus intelligent que les méthodes. Et c'est un des problèmes d'ailleurs en éducation populaire. Et moi, un truc qui me met souvent en difficulté, c'est que il y a une centration sur les méthodes et l'idée que sous prétexte qu'on utilise des post-it ou qu'on fait des petits groupes, tout va bien se passer. Sauf que non, en fait, c'est pourquoi de quoi on a besoin et du coup quels outils on va utiliser. Et penser toujours l'objectif avant de penser la méthode et surtout pas penser la méthode comme une solution en soi. Et parce que non seulement il y a la question adéquation des fins et des moyens, et surtout encore et avec ça, ne pas inverser les fins et les moyens. Et on a très souvent, moi je trouve, une inversion des fins et des moyens, et qu'en fait quelque chose qui était un moyen devient une fin en soi, parce que en fait on se focalise sur le moyen et ça devient une fin en soi. Et en fait, garder toujours en vue la finalité de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et donc à partir du moment où on garde bien en tête la finalité de pourquoi on fait les choses, on peut utiliser ce genre d'outils, je pense, et ils aident à penser. Enfin moi en tout cas, ça m'aide à penser. Voilà, donc je faisais la boucle qu'ils utilisent, action, absorption, structuration. Donc on fait quelque chose, ça fait venir du monde. On prend un temps stop, on passe pas à l'action tout de suite suivante, on un temps stop d'absorption, c'est-à-dire prendre le temps d'accueillir les personnes qui sont venues à l'occasion de cette action-là, de créer le groupe, tout ce que je disais, structuration. On remet en place les mécanismes de démocratie interne qui nous permettent de fonctionner. Et après, on fait l'action suivante, qu'on pense en escalade. On fait le point sur où on en est en termes de rapport de force. Donc là, c'est l'histoire des tests de structure dont je vous parlais tout à l'heure, l'histoire des t-shirts rouges le vendredi. En fait, je trouve ça hyper puissant. Combien de fois, enfin, faut dire qu'ils ont aux États-Unis des bâtons dans les roues qu'on n'a pas parce qu'on a plus gagné qu'eux. Donc on peut en être fier. Mais en fait, par exemple, aux États-Unis, pour déclencher une grève, il faut avoir 51% des salariés de la boîte qui sont OK pour déclencher la grève. Donc tu déclenches pas la grève à deux, quoi. Bon, en France non plus, parce qu'en fait, sinon c'est deux, ça sert à rien. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, ça oblige à penser cette question de la préparation dont tu parles. C'est-à-dire que de toute façon, tu ne peux rien faire si tu n'as pas fait cette préparation. C'est pareil pour créer un syndicat. Il faut 51% des salariés de la boîte, enfin en tout cas au niveau salarial concerné, qui votent pour la création du syndicat. Donc il n'y a qu'un seul syndicat par boîte et il faut 51%. Donc ça veut dire, en plus ils font ça, c'est aussi ce qui explique les méthodes de l'organizing, hein. Historiquement ça s'explique. C'est-à-dire qu'il faut déclencher un vote pour voter est-ce qu'on crée le syndicat. Sauf que le jour où le patron il sait que le vote va être déclenché, il met en place des mécaniques antisyndicales très très fortes. Ils ont des cabinets de conseil ils appellent ça union busting. Donc je sais pas si vous voyez Ghostbusters, c'est pour tuer les fantômes. Ben, eux ils font de union busting, donc c'est pour tuer les syndicats. Et il y a des syndicalistes, des consultants qui sont spécialisés là-dedans. Donc ça veut dire que dès que le patron sait qu'il y a un syndicat qui essaie de s'implanter, il va, sur les heures de travail, faire de la propagande antisyndicale, faire des méthodes extrêmement violentes, ce qui fait qu'il faut s'organiser en sous-main pour obtenir les 51% d'engagement de vote positif sans que le patron s'en rende compte.
Donc ça demande un tout petit peu de penser la stratégie. Ils sont obligés de penser la stratégie en sachant que les syndicalistes extérieurs n'ont pas le droit de rentrer dans la boîte. Voilà. Et qu'il n'y a personne de protégé syndicalement à l'interne, vu qu'il n'y a pas encore de syndicat. Donc du coup, ça veut dire que d'où l'utilisation de la base de données. Donc une ligne par salarié concerné et on va tous les voir individuellement. Et toi, tu votes pour ou contre le syndicat, nanana. Et puis essayer de les gagner, trouver les arguments, et puis que le jour où on a, non pas 51 parce qu'il faut un peu de marge, le jour où on a 65%, on déclenche le vote. Mais du coup, tout ça, en fait, c'est des bâtons dans les roues qui les forcent à penser cette préparation et qui font qu'ils ont des méthodes, qu'au fil des années, ils ont créé des méthodes, voilà. Mais le moment où les méthodes prennent le pas sur la finalité, c'est pas bon. Donc aussi penser cette stratégie de l'escalade avec les tests de structure. Voilà, on fait les t-shirts rouges tous les vendredis et le moment où on estime qu'on a suffisamment de gens mobilisés, et ben on déclenche la grève. La grève, on la déclenche et puis voilà, penser. Et puis toujours cette histoire aussi, comme je disais sur la négociation, l'importance de la menace. Le rapport de force n'existe plus s'il n'y a plus de menace. Si on est si on est au top de notre capacité de nuisance, bah en fait, et que ça suffit pas, bah en fait on est mort. Il faut toujours avoir une menace supérieure. Donc généralement, faut pas faire tapis parce que ce jour-là, enfin tapis, soit tu gagnes, soit tu perds quoi. Et si t'as perdu, bah t'as perdu. Donc du coup, penser ce truc-là, penser la menace. Ce que je disais rapidement aussi tout à l'heure, la menace ne vaut que si elle est connue et conscientisée par la cible. Donc ça veut dire qu'il faut communiquer sur cette menace, qu'il faut, enfin voilà. Donc c'est tout un mode de pensée assez particulier. Et voilà, cette pensée de la négociation dans le cadre du rapport de force, qui peut aussi se transformer, voilà, à provoquer une inversion des moyens et des fins. C'est-à-dire que le rapport de force, c'est un moyen. Et quand on est dans cette guerre-là, ça devient, le risque, c'est que ça devienne une fin. Et là, quand ça devient une fin, je pense qu'on n'est pas du tout dans la préfiguration de notre société future. On est juste dans la réalisation d'une loi de la jungle où l'enjeu est toujours d'être plus fort et uniquement d'être plus fort. Or, je pense que la société future, le but n'est pas d'être juste plus fort, ce qui veut dire en gros plus con que l'autre. Donc voilà. Alors, on a quelques questions, pareil, des gens qui regardent. Donc, quels conseils pour ceux et celles qui voudraient se lancer ou débuter dans l'éducation populaire et devenir animateur, animatrice dans ce domaine? Et la deuxième question, globalement, on sait mobiliser les personnes, mais comment s'assurer du travail de la réception des processus d'émancipation par la structure et l'État? Je vais commencer par la deuxième parce qu'elle est plus simple. L'État, il est contre l'émancipation. Donc du coup, faut pas s'attendre d'avoir une... Je pense que c'est pas un objectif d'avoir une bonne réception de la part des institutions et de l'État des processus d'émancipation. Même si c'est un peu simpliste ce que je dis, parce que l'État, c'est aussi des gens et que des gens dans l'État sont évidemment pas... Voilà. Mais globalement, c'est pas forcément des institutions qu'il faut attendre les processus d'émancipation. Et du coup, c'est là peut-être que ça rejoint la première question sur comment pratiquer l'éducation populaire. Pour moi, l'éducation populaire, c'est une posture. C'est une posture de travail de la complexité, du travail du doute, puisque le but de l'éducation populaire, c'est de construire notre culture contre la culture dominante, construire de nouvelles façons de fonctionner. Et pour ça, c'est la pratique et c'est être sans cesse accepter le fait de tâtonner collectivement, organiser le fait de tâtonner collectivement, c'est-à-dire probablement organiser des allers-retours entre l'action et la réflexion de manière à pouvoir tâtonner et avancer dans ce tâtonnement. Et du coup, pour moi, c'est là où l'éducation populaire, c'est une posture que plein de gens ont, sans l'appeler comme ça, hein, une posture d'accompagnement de cette réflexion et de ce tâtonnement, de cette recherche d'adéquation entre les fins et les moyens, de questionnement entre l'action et la réflexion. Et donc après, les conseils, en fait, il n'y a pas de... Comme c'est une posture, encore une fois, il n'y a pas de recette. Les outils peuvent aider, puisque les outils, ils aident à se décaler par rapport à nos fonctionnements. Donc, des outils peuvent aider. Mais fondamentalement, c'est surtout avoir la préoccupation d'être dans ce processus d'action-réflexion permanent et d'accompagner. Ouais, voilà, peut-être c'est ça aussi une partie de la réponse. C'est-à-dire que l'éducation populaire, c'est une ambition d'émancipation. C'est l'idée qu'on cherche l'émancipation de toutes et tous.
Sauf que le problème, c'est qu'on n'émancipe pas autrui. Donc du coup, comment on fait pour souhaiter l'émancipation de toutes et tous quand en fait, on peut pas faire grand-chose pour l'émancipation des autres. Donc c'est toute cette question de la posture, de l'accompagnement à l'émancipation des autres. Comment accompagner l'émancipation des autres? Et c'est là qu'on revient à l'organizer, qu'on revient à l'animateur, l'animatrice autogestionnaire de lutte. C'est comment on accompagne des processus qu'on ne peut pas, et au-delà qu'on ne veut pas, diriger. Et donc c'est trouver c'est pour ça que c'est aussi c'est un métier aussi, l'éducation populaire. Enfin c'est un métier, ça veut pas dire que c'est réduit à quelques personnes, mais c'est aussi des choses qui s'apprennent. C'est un métier au sens d'être sur le métier, et d'une pratique, c'est un artisanat. Et un artisanat, bah, ça demande de la technique, mais ça demande surtout de la pratique. Et voilà, ça demande à remettre le truc sur l'ouvrage, et de pratiquer, et de se planter, et de réessayer. Voilà, c'est pas une réponse forcément très précise. Moi, je veux bien donner une info, je vais la donner près du micro, comme ça tout le monde l'entendra. Pour les gens qui sont intéressés, il y a la compagnie donc, de Théâtre Forum des Nuits Partagées, qui est basée à Montpellier. Ils font un stage le 17 octobre sur la démocratie, donc comment on s'organise de manière démocratique. Du coup, je pense que si vous allez sur le site des Nuits Partagées, vous pouvez le trouver. Voilà. Juste, on a encore une question sur le chat pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait clôturer le tour de questions sur celle-là? Je vais retransmettre l'information dans le chat. Oui. Donc, du coup, la dernière question qui me reste, c'est globalement, est-ce que les organisations autogestionnaires et anarchistes ont un lien avec le comité organizing Aux États-Unis et en Amérique du Sud aussi. Pas possible dans la question. Bah, je peux pas faire de réponse globale sur toutes les organisations. Voilà. Je peux parler de celles que j'ai croisées. Moi, j'étais sur la côte Est et il y en avait. Enfin, du coup, il y a une posture de rejet assez fort des organisations les autoritaires, enfin avec justement une posture très extérieure vis-à-vis des personnes qu'on organise. Et à côté de ça, il y a des organisations absolument géniales aussi, dans lesquelles des anarchistes peuvent s'investir, notamment, puisque pour finir sur une note positive, si on finit là-dessus, vous raconter une organisation que j'ai rencontrée à Boston qui lutte sur les questions de logement. Et donc dans cette organisation-là, aux États-Unis, on peut être viré en moins d'un mois, c'est viré de ton logement sans raison, enfin voilà. Et donc il y a des personnes qui, dans l'urgence, appellent cette organisation en disant j'ai un avis d'expulsion, qu'est-ce que je fais? Et là, on leur répond venez mardi à l'assemblée. Tous les mardis, il y a des assemblées collectives. Et donc, on les ramène tout de suite dans le cadre collectif. Ces assemblées, elles se déroulent. Alors, il y a d'abord un temps, l'accueil est pris très au sérieux. Quand je vous disais, ils prennent au sérieux les relations humaines. L'accueil est vraiment pris au sérieux. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour la première fois, on va vraiment aller lui parler, l'accueillir. Comment t'es venu? Bah viens, prends une chaise. Est-ce que t'es bien installé? Il y a à manger. Enfin, il y a toujours l'accueil est très très pris au sérieux. Et après commence l'assemblée avec je sais pas revu. Du coup, je me souviens plus exactement quel est l'ordre du déroulé. Mais à un moment d'accueil très formel, où on demande aux personnes de venir à l'avant de l'assemblée pour expliquer leur cas. Donc, à chaque fois, il y a 5-6 nouvelles personnes qui viennent expliquer leur cas. Moi, j'habite à tel endroit, j'ai reçu ma lettre tel jour, l'expulsion est prévue pour tel jour, j'ai 3 enfants, nanana. Chacun présente son cas. Et l'idée qui est formalisée, qui est dite, qui est verbalisée à chaque fois, c'est on va lutter ensemble pour les cas individuels. On crée la solidarité. On va tous et toutes lutter pour tout le monde. Alors, personne n'est obligé d'aller aux luttes, mais l'idée, c'est que tous les gens qui sont là à l'Assemblée vont lutter pour votre cas. Donc, on crée la solidarité. On est tous dans le même bateau. Et vraiment un accueil. Et donc, il y a même un truc. Ils ont des fausses épées, des faux boucliers. Ils font un truc à la chevalier face. Voilà. Mais ça crée une énergie. Ils finissent. Enfin bon, ils créent une énergie. Voilà, créer le collectif, créer le sentiment d'être dans la lutte ensemble et d'être dans le même bateau.
Et à côté de ça, ils sont donc, eux, sur les questions de logement. Mais là où je trouve ça super intéressant, et notamment pour pas être dans une optique réformiste et juste, ce qui est déjà énorme, empêcher les expulsions, à chaque assemblée, ils font le point aussi sur les autres luttes qui ont lieu sur d'autres champs. Donc, ils sont en lien, ils vont en soutien sur d'autres luttes, etc. Donc, ils se tiennent au courant, ce qui est du coup aussi tout un processus de politisation, parce que c'est plein de gens qui, en fait, qui n'avaient pas forcément d'activité militante avant. Donc, suivre les autres luttes. Et ça termine, enfin, les assemblées durent 1h30, donc il y a 45 minutes comme ça où ils font le point sur les luttes, etc. Après, les personnes qui ont des cas individuels sont invitées à aller en arrière-salle où il y a des avocats et des avocates, alors c'est souvent des étudiants bénévoles, qui étudient les dossiers individuels parce qu'il y a quand même un travail voilà, très, très clair à faire, très concret à faire. Donc, celles et ceux qui ont des cas en cours vont se faire conseiller. Et pendant ce temps-là, il y a un temps, là pour le coup, d'éducation populaire collectif, où ils parlent d'une problématique qu'ils ont choisie ensemble. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la question des prêts étudiants, la question de l'ouragan en Haïti et comment ça se règle. Et en fait, il y a quelqu'un qui vient témoigner, faire une introduction au débat, et après il y a une discussion. Et donc là, on est vraiment sur de la discussion politique pour comprendre le monde, comprendre la situation, c'est quoi qui se passe, c'est quoi le problème avec les prêts étudiants, et du coup, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de lutte. Donc là, on est vraiment dans un temps d'auto-éducation, de comprendre une situation pour pouvoir agir dessus. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, je trouve, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent pour leur... Enfin, tout le monde vient pour son cas individuel, mais il y a plein de gens qui restent après que leur cas individuel soit résolu, positivement ou négativement, qui restent parce qu'en fait, ils ont fini par y trouver un cadre qui a du sens pour eux, au-delà de leur défense individuelle. Voilà. Et donc, ça, cette assemblée-là, je la décris, je pourrais vous donner les références si vous voulez, parce que je trouve que c'est vraiment la façon dont ça se passe. Et ils arrivent à créer ce collectif de façon... Alors, c'est aussi... c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai que les États-Unis, ils fonctionnent pas complètement comme nous, donc il y a aussi une capacité à avoir l'air pote beaucoup plus rapide, qui aide à créer ce collectif. Il n'empêche que ça s'organise aussi, enfin non pas ça se pense, et cette préparation, le fait de penser dans le déroulé, à quel moment on va, qu'est-ce qui va permettre de créer le collectif. Voilà, c'est pas de la convivialité pour la convivialité, c'est penser l'accueil pour créer le collectif. Et puis le fait de politiser les questions. Ils sont clairement anticapitalistes. Ils expliquent que les expulsions, c'est pour des questions économiques et voilà. Enfin, et globalement, enfin, il y a pas de problème. Enfin, c'est pas vu comme de la propagande d'un groupe gauchiste qui force des personnes en cours d'expulsion à souscrire à leur thèse. C'est globalement, ça fait sens tout de suite. Ils voient bien ce qui se passe. Donc il y a tout un processus de politisation et d'entrée en lutte au-delà des cas individuels, à partir des cas individuels. Et aussi, cet aller-retour entre l'individuel et le collectif, c'est aussi quelque chose de très puissant. Et dans l'éducation populaire, on travaille beaucoup là-dessus, partir des témoignages, partir des situations individuelles, pour à partir de là monter en généralité et comprendre les choses structurelles qui se jouent sur ces questions-là. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu penser le débat ce soir, même en petit groupe, avec un outil plus participatif que... Mais finalement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on avait quand même prévu, et ça va se faire demain, mais du coup avec très peu de gens, mais il y a un atelier de travail qui va suivre, et dans l'idée justement que chacun puisse parler un petit peu plus de situations vécues, ou en tout cas de... Voilà. Et je pense que c'est un déroulé qui a vraiment du sens. Parce que moi, ça me met devant mes contradictions aussi, on en a tous. C'est que moi, quand je parle de bouquins, en plus, j'ai du mal à faire court. Et à la fois, en fait, je propose quelque chose. Et bon, bah, c'est peut-être... Enfin, c'est intéressant ou ça ne l'est pas, c'est encore une autre question. Mais l'éducation populaire, c'est pas non plus que personne n'a rien à partager et que toutes les paroles sont égales sur tous les sujets. Et là, moi, je propose une parole. Après, elle est intéressante, elle l'est pas, c'est encore une autre question. Mais je pense que ça fait partie du truc aussi de... Enfin, c'est une des dérives de l'éducation populaire qui veut toujours tout horizontaliser, alors que je pense que c'est pas l'objet.
Pour penser, on a aussi besoin de se nourrir. Alors, je ne sais pas à quel point je vous ai nourri, ça c'est encore une autre question, mais en tout cas, j'espère que ça crée du débat, que ça crée de la réflexion, pour ou contre. Et à partir de ça, le fait de faire un atelier demain, je trouve ça vraiment génial, parce que là, demain, pour le coup, on aura des réflexions tous et toutes à partager. Et là, demain, je serai plus en position de partager, moi, ma pensée, mes idées sur cette question-là très précise. On parlera probablement d'autres choses, etc. Et là, on sera dans un cadre de dialogue et d'échange qui sera un autre cadre. Et je pense justement le fait de définir les objectifs, encore une fois, avant les moyens. Et bon, bah voilà, ce soir, c'était, moi, je partage mon expérience et mes réflexions. Et demain, c'est un autre objectif. Demain, c'est on discute des pratiques militantes, on discute de tout ça. Et donc, ça suppose un autre dispositif, d'autres moyens et d'autres formes. Mais voilà, je pense que le fait de penser l'objectif, et je reviens là-dessus, pourquoi on fait les choses avant de penser comment on les fait. Il y a une dernière question sur les intégral. Est-ce qu'il y aurait des organisations états-uniennes, organisations de lutte, qui sont coréennes, qui seraient critiques du community organizing et qui auraient une relative visibilité? Et qui aurait une relative visibilité. En fait, ce dont je parlais tout à l'heure, l'organizing décentralisé, qui donc critique les pratiques paternalistes et autoritaires de l'organizing. Globalement, il y a un institut de formation qui existe. Je sais pas, moi, du coup, j'y étais fin 2017 aux États-Unis, donc ça a peut-être évolué depuis, qui s'appelait, j'ai perdu le nom, ça va peut-être me revenir, mais du coup, qui proposait des formations à des mouvements. Alors, il y avait Black Lives Matter, mais Black Lives Matter n'est pas vraiment une organisation, donc c'est un peu différent. Il y a un truc relative visibilité, j'ai du mal à savoir, mais un truc qui est qui s'appelle If Not Now, qui est une organisation de juifs et de juives américains, qui est née en 2014 pendant la guerre à Gaza. Et en fait, avec des juifs et des juives là-bas qui se disent, mais en fait, je supporte pas ce qui se passe, c'est que ce soit fait en mon nom. Et comment on fait pour faire en sorte que ça se passe pas. Ça, c'est leur finalité. Après, à partir de ça, ils ont pensé leur stratégie et ils se sont dit, l'État d'Israël, il a une impunité forte parce qu'il a le soutien des États-Unis. Ça contribue. Les États-Unis apportent leur soutien parce que beaucoup de juifs et de juives états-uniens soutiennent et donc poussent l'État états-unien à soutenir. Donc, du coup, ils se sont dit, nous, notre levier d'action, c'est d'agir sur les juifs et les juifs des États-Unis pour faire, in fine, une pression sur l'État d'Israël. Et donc, en fait, ils ont mis en place un organizing décentralisé au sens où il n'y a pas de permanent, où à l'époque, il n'y en avait pas. Et ils ont cette stratégie d'absorption et de montée en escalade. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur la question notamment de faire des alliances. Ils se sont dit, notre priorité, c'est d'arrêter les colonies. Arrêter les colonies, en fait, il peut y avoir des gens qui sont contre l'État d'Israël, évidemment, qui sont contre les colonies, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de problème avec l'État d'Israël, mais par contre, qui ne sont pas d'accord avec les colonies. Et donc, on va monter une coalition qui permet de regrouper tous ces gens-là. Et donc, ils ont mis une définition de leur lutte qui permet de regrouper toutes ces personnes-là. Donc, ils ont vraiment pensé de façon très stratégique la façon de définir leur lutte, de manière à pouvoir faire rentrer dans leur lutte des personnes avec qui, a priori, par ailleurs, ils ne sont pas d'accord. Donc voilà, je ne réponds pas complètement à la question, mais ça fait partie des mouvements. Il y a aussi Kosecha, qui est un mouvement de soutien des luttes des migrants et migrantes sud-américaines, qui sont des mouvements qui fonctionnent, qui fonctionnent pas comme l'organizing traditionnel, qui remettent clairement en question l'organizing traditionnel. Il faut savoir que Alinsky, tout le monde l'a lu aux États-Unis, mais globalement, il est vu au mieux comme désuet et au pire comme franchement problématique, autoritaire. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui luttent, notamment dans les mouvances, dans les gens qui ont
au moins des sensibilités plus libertaires qu'autre chose, qui sont clairement en désaccord avec les préceptes alinskiens qui sont, voilà, Alinsky, il dit pas d'alliés permanents, pas d'ennemis permanents. La priorité, c'est de gagner. Et donc, on va faire alliance. J'ai des histoires sur les alliances qui sont. Enfin, on va faire alliance avec les gens contre qui on se bat habituellement parce que là-dessus, on a besoin d'eux. Enfin, voilà, des alliances contre nature qui sont l'objet et de gagner la victoire. Donc, et ça, il y a plein de gens qui veulent plus lutter comme ça. Donc, c'est des questions qui sont clairement posées. Il y a des pratiques très, très diverses. Voilà. Ça va être là-dessus. Bah, merci beaucoup pour votre accueil, pour votre invitation et contente qu'on en reparle demain ensemble. Les applaudissements au micro, c'est pas. Pourquoi on a stoppé les questions, enfin le direct il s'est arrêté là ou pas? Attends. On peut parler? On peut peut-être annoncer le prochain débat. Ah oui, Si tiens, jamais, faites-le à haute voix. Ouais. Max. annoncez devant la caméra, on vous écoutera mieux. Oui, mais c'est pas grave, ils sont intéressés pour savoir ce qui se passe au Montpellier. Oui, alors. Ça sera quand même en live dans toute la... Oui, donc je l'ai dit au tout début, c'est même s'il y a la possibilité de montrer ça sur une caméra, je ne sais pas si c'est visible. Donc jeudi 1er octobre, le livre Notre corps nous-mêmes, un manuel de santé pour se réapproprier notre corps. Ça va être une soirée non mixte et il y aura possibilité. Ah, pas forcément, ok. Donc voilà, on doit débattre encore un peu. En tout cas, c'est le 1er octobre à 19h30. Et voilà. J'ai tout dit ou pas? Alors, s'il y a des personnes qui veulent laisser leur mail